quand on parle de transition écologique, aujourd'hui, effectivement, on parle environnement, mais on parle déjà, en fait, finalement, sécurité, sécurité, défense. Quand on n'aura plus d'eau, quand on n'aura plus... Voilà, on sera dans des enjeux de défense nationale. Et les géodonnées sont au cœur du sujet. Une fois qu'on a dit ça, on pose la question de, très bien, il y a un problème, comment est-ce qu'on répond au problème? Comment on trace des trajectoires collectives pour répondre à ce sujet? Et pour adresser pour offrir une offre par rapport à là où on veut aller ensemble, il faut dessiner ensemble, il faut que l'État soit en capacité de proposer une offre qui permette à tous de se dire on va y arriver ensemble. Et donc il faut que l'État soit en capacité de structurer, d'accompagner un écosystème industriel qui soit en capacité de produire ces données pour répondre aux grands enjeux. Quelle est la posture de l'État aujourd'hui, alors qu'il y a des enjeux d'urgence, une dynamique qui est très différente avec des enjeux qui fluctuent tout le temps. Et donc comment est-ce que l'État, finalement, va s'allier avec toutes les capacités qu'on a au niveau national pour garder une maîtrise sur les trajectoires qu'on trace? Une des particularités d'Ecolab, donc qui est un laboratoire d'innovation pour un pôle ministériel, c'est qu'il comporte à la fois la dimension innovation publique, donc innover pour les politiques publiques de la transition écologique, et aussi le métier d'aller sourcer, identifier les entreprises qui sont importantes pour la transition écologique française, les repérer, les labelliser. Moi, j'aurais envie de dire que l'écosystème du géonumérique français, c'est un paradoxe, peut-être le géonumérique européen d'ailleurs. Le géonumérique, il faut se le dire franchement, il n'est pas du tout vu actuellement comme un sujet de souveraineté. Il y a eu un rapport conduit par une parlementaire en 2019 qui était très intéressant, très important, Madame Valérie Tienfort, avec Guillaume Le Forestier, mais il n'y a pas eu de conséquences derrière. Il y a une forme de paradoxe d'une filière qui est experte de la puissance publique, connue à certains niveaux de la puissance publique, mais qui n'est pas vue pour l'instant, en tout cas à sa mesure, comme un enjeu de souveraineté. C'est la raison pour laquelle on a été plusieurs à imaginer le lancement de l'étude de la filière économique, voilà, pour déjà commencer par mieux connaître cette filière dans son ensemble et être capable de projeter ses forces, peut-être derrière pour aller argumenter et montrer, déjà commencer par dire qu'on est un sujet pour la souveraineté. Notre écosystème d'entreprise, il est très varié. Vous avez vraiment des petites entreprises. C'est vrai que commencent à émerger des entreprises qui se regroupent, mais on s'éloigne. Enfin, les entreprises du numérique commencent à prendre le pas et commencent à s'intéresser au géo. Et il va falloir que les entreprises du géonumérique trouvent leur place au milieu de tout ça. La géomatique ou le géonumérique est très porté par la puissance publique, par les appels d'offres, etc. Il est vrai que demain, ça peut changer. C'est clair et net. C'est-à-dire que le privé ou un certain nombre de grandes entreprises privées auront besoin de cette compétence-là. Est-ce qu'elles le feront en interne ou est-ce qu'elles le feront par du partenariat, la spin-off, tout ce qu'on veut? Je ne sais pas. On le voit aujourd'hui ici, dans le stand des expositions, il y a énormément d'acteurs spatiaux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que ce qu'évoquaient Thomas et Eric, c'est déjà passé. La transition, elle est déjà en place. Et cette relation géodata numérique, elle est déjà présente. Et nous, ce qu'on voit, c'est que en fait, la donnée, maintenant, est partout. Et en fait, il s'agit maintenant de saisir cette opportunité et de se structurer pour la saisir. Donc on se rend compte que la donnée, elle est dans tout un tas de secteurs commerciaux. Et puis il y a comment on utilise cette donnée dans les marchés, enfin pour les politiques publiques. Là, on a essayé d'œuvrer dans le cadre de notre action autour de France 2030 pour convaincre l'État que cette économie de la donnée, elle est aujourd'hui bien présente, qu'on a aujourd'hui des acteurs qui sont des champions du sujet en France, et que l'idée, c'est de pouvoir les aider à s'exporter. Enedis est en train de vivre une mutation considérable en matière de données. Enedis est avant tout un gestionnaire de réseau, et on est en train de devenir en plus un gestionnaire de data. Voilà, c'est très nouveau. Pourquoi un gestionnaire de data? On a 36 millions de clients en France, vous êtes nos clients. Il y a encore 5-6 ans, lorsque vous aviez le releveur de compteur qui venait chez vous, finalement, on avait 2 fois par an 36 millions d'informations sur votre consommation.
Aujourd'hui, on a 36 millions d'informations sur les consommations de l'ensemble des Français toutes les 10 minutes. Donc on passe d'un système où on avait une connaissance de 72 millions de données annuelles à des milliards de données par semaine, par mois, par année. De la même façon, je parlais de la donnée, nous avons 1 400 000 kilomètres de lignes. En fait, on est un acteur économique de cette donnée, de ces données-là en tant que telles. Voilà, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces données ? Et comment est-ce qu'à chaque niveau, le niveau de l'État, le niveau des agences de l'État, le niveau des entreprises de l'État, mais aussi après des autres entreprises, de tout l'écosystème que vous représentez, comment est-ce qu'ensemble on va créer de la valeur, mais aussi comment est-ce que l'on va aussi avoir cette conscience de cette souveraineté de cette valeur. Forcément, les entreprises innovent, mais toutes les entreprises innovent aujourd'hui, que ça soit une start-up, que ça soit un grand groupe, ou que ça soit une PME ou une ETI. Une entreprise, elle a un modèle économique à respecter, et pour qu'elle soit compétitive, il faut qu'elle le reste, et donc il faut qu'elle innove, il faut qu'elle avance. Moi, je pense que le problème, c'est plutôt ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des enjeux nationaux, on sait très bien vers où on doit aller. Par contre, on est tous un peu perdus, que ça soit la puissance publique, spécialisée dans la géodata ou autre, les entreprises, comment les grandes entreprises dialoguent entre elles, comment les grandes entreprises dialoguent avec les petites entreprises, comment les universités dialoguent avec les entreprises, comment la puissance publique dialogue avec les entreprises. Donc je pense qu'aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas tellement liée à l'innovation. Des talents, il y en a partout. Il y en a dans la puissance publique, il y en a dans les entreprises, il y en a dans les universités. La problématique, c'est de savoir comment on crée quelque chose de cohérent et comment on dialogue ensemble pour arriver à l'objectif final, qui est de répondre aux enjeux du pays. Je trouve que l'État l'a compris. Il y a énormément de choses, et on le voit bien ici autour de cette table, énormément de choses qui sont faites. Il y a des aides. On essaye de rapprocher la puissance publique du privé. On essaye d'aider les entreprises privées. On parle, alors c'est un peu mon cheval de bataille, mais on parle beaucoup de start-up, il y en a beaucoup dans la salle. On parle beaucoup de licornes. Elles ont quelque part la préférence des institutions qui les aident. Mais je pense que les PME, elles ont vraiment, elles aussi, leur place au milieu de tout ça. Et elles sont peut-être un petit peu moins aidées. Alors, Ecolab est une entité d'un pôle ministériel, donc nous portons des actions qui sont dédiées à l'innovation. L'innovation, c'est une idée qui rencontre un marché. On est vraiment sur des logiques économiques. On est très très fort pour générer de la création d'entreprises innovantes, des startups, que ce soit créées par des entrepreneuses, des entrepreneurs ou par des chercheurs ou autres. Et le sujet qu'on a depuis une trentaine d'années, c'est le passage à l'échelle. Même si le secteur est petit, c'est un secteur stratégique éminemment important, mais qui en Europe et en France ne se pense pas comme tel. Voilà. Et ça vaut pour l'innovation, qui n'est pas qu'un sujet de, je vais quand même répondre à la question, de financement. Depuis 2 ans, existe un appel à projet de 150 millions d'euros dédié aux espaces communs de données, qui est porté par Bercy. Moi, j'essaye de suivre un peu ce qui se passe. La filière géonumérique est complètement absente. Je pense qu'elle ne se sent même pas concernée par cela. Nous avons lancé un appel à projet de 40 millions d'euros dédié aux démonstrateurs d'IA transition écologique. On a fait de gros efforts pour venir le promouvoir dans cette enceinte. Exactement. Parce qu'on ne voyait pas arriver les acteurs de la filière. Il nous semble que la logique de financement des entreprises, y compris pour le géonumérique, est plutôt pas mal traité. Il y a toute une série de dispositifs qui existent, que ça soit du financement public, que ça soit aussi du financement privé bancaire, des prêts bancaires garantis, parfois garantis par la puissance publique, que ça soit du capital aussi. Il y a eu une amélioration incroyable en une dizaine d'années pour accompagner la croissance des entreprises, mais des entreprises qui souhaitent croître. On souhaite que les entreprises françaises de l'innovation verte, dont la géodata, parce que nous on considère la géodata comme un pilier de la Green Tech, à côté de ces financements qui sont plus simples à obtenir qu'il y a 10 ans, que ça soit aussi plus simple pour elles d'avoir des clients, donc de vendre à encore plus de collectivités territoriales, d'administrations publiques. Et donc on mène des actions qui vont dans ce sens. L'État a décidé pour la première fois en matière d'intelligence artificielle et de données, y compris la donnée géo, de distribuer l'argent non pas uniquement aux startups, aux PME, aux grands groupes et aux chercheurs,
mais de le distribuer aux collectivités territoriales et aux hôpitaux, aux bailleurs sociaux, pour que justement celles-ci, derrière, prennent plus facilement la décision d'investir et donc d'acheter aux startups, aux PME, aux grands groupes, essentiellement startups, PME, et donc de leur générer du chiffre d'affaires qui derrière peut être un levier de croissance et donc peut-être d'avoir un petit peu plus de force pour peser dans cette très très dure bataille qu'il y a contre les GAFAM. Il y a des sujets qui sont très complexes. Il y a des sujets où on a des acteurs, les GAFAM, qui sont très présents et bon, c'est un travail de tous les jours pour essayer de créer une alternative en Europe crédible. Mais il y a des sujets où on est à la pointe. Et donc nous, dans le spatial, le CNES, on a bien conscience de cet enjeu d'innovation dans le domaine des données et de l'aval. On a mis en place un programme qui s'appelle Connect by CNES. Il faut traiter toute la chaîne de la valeur, de l'idéation au support des entreprises en termes d'expertise, aider les entreprises à s'emparer des données, à la formation, la promotion, le soutien à l'innovation par le financement de projets innovants, mais aussi l'investissement et le soutien à l'export. Donc en fait, avoir une activité tout au long de la chaîne de la valeur qui permet de soutenir les entreprises. Et donc via Connect by CNES, on a maintenant une action qui est très très structurée. On a décidé que la donnée et l'aval seraient un axe stratégique pour le spatial. Et on a aujourd'hui plein d'exemples qui montrent qu'on a des acteurs français qui sont déjà des leaders mondiaux de certains sujets. On est en train de changer d'échelle. Jusqu'à aujourd'hui, dans le spatial, sur l'aval, on avait quelques dizaines de millions d'euros qui alimentaient le soutien à l'innovation et le développement de nouveaux services et de nouveaux usages. Là, on va passer à quelques centaines de millions d'euros. Nous, on n'est pas sous tutelle de Bercy, donc on ne va pas avoir comme objectif premier de soutenir toute une filière économique de l'amont à l'aval. On est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture. Donc on a des missions qui nous sont attribuées. On répond à des grands programmes. Et aujourd'hui, ces programmes-là, ils nous demandent énormément d'innovation. Ils nous demandent d'aller très très vite. Et à l'IGN, on a énormément d'innovation. On est capable d'aller encore plus vite et d'innover encore plus avec, comme disait Jacques, un écosystème qui est très riche, qui est à la pointe, dont nos tutelles n'ont pas forcément conscience. Nous, on les connaît, ou en tout cas, on essaye de les connaître. Et en fait, Data Alliance, c'est parti de cette idée-là, de se dire, très bien, ne réinventons pas la poudre, arrêtons les silos, travaillons ensemble, parce qu'il y a un écosystème technologique, industriel qui existe, qui a du mal à exister parfois, qui a du mal à passer à l'échelle, parce que voilà, ces gros marchés publics, l'État va aller plutôt vers des boîtes qui sont pas françaises. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de créer un dispositif de gouvernance, en fait, nouveau, qui permet d'avoir l'État comme tiers de confiance, l'IGN en l'occurrence, tiers de confiance neutre. Alors, il faut qu'on développe ça, il faut qu'on y travaille, il faut qu'on arrive à trouver les manières de fonctionner. Et c'est ça l'idée. Nous, on est très attachés dans notre entreprise à avoir un écosystème d'innovation très fort, ce qu'on appelle les innovateurs, c'est-à-dire tout à chacun qui doit mieux faire son job au quotidien. Et pour ça, il faut qu'il soit en capacité à être accompagné par l'entreprise, par des PME, par, j'ai envie de dire, tout un écosystème qui se trouve autour de lui. Je vais vous en donner une ici en Champagne, à une entreprise qui s'appelle Okenit. On a réussi à faire avec eux toute une innovation pour, on prend à la fois une donnée froide, nos lignes, on prend une donnée à chaude, les images satellites, et on voit finalement l'avancée de la végétation. On a un enjeu, c'est l'élagage. Rien qu'avec ce petit système, on gagne 17%. Voilà, 250 000 € que je ne mets plus dans l'élagage et que je mets ailleurs. On ne fait pas de l'innovation pour se faire plaisir, on fait de l'innovation pour faire mieux. On fait de l'innovation pour, derrière, apporter, quand on est une entreprise, du chiffre d'affaires, etc. Évidemment, derrière, qu'est-ce qu'on va attendre de l'État en plus, peut-être et c'est ce qui va revenir après pour nous sur l'entreprise, c'est aussi dans cette capacité qu'a l'État à susciter, j'ai envie de dire, de l'éducation, des filières d'éducation, des BTS, ce qui va nous permettre d'avoir des géodata-maticiens, qui va nous permettre d'avoir des data scientists, analytiques, etc. Et c'est cet écosystème qui peut-être être un petit peu manquant à côté des entreprises pour justement rentrer dans les entreprises et faire en sorte que cette culture data, elle soit une culture assez classique, comme on peut l'imaginer sur d'autres sujets.
c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence nationale. Mais les collectivités, elles ont complètement leur place. Les entreprises, c'est peut-être plus simple pour elles de travailler avec les collectivités parce que c'est leur secteur géographique. Elles connaissent un petit peu mieux les intervenants. Mais ça se fait en ce moment, des appels à projets, il y en a, ça avance, on va dans le bon sens, c'est ça que je veux dire. Après, c'est la cohérence. Après, moi, ce que je remarque aujourd'hui, je crois qu'il faut appeler un chat, c'est qu'on a un peu tous perdu dans tout ça et on cherche chacun un modèle. L'IGN cherche un modèle, les collectivités locales cherchent un modèle, les entreprises cherchent un modèle et l'État apporte un soutien, apporte des aides. Je rejoins sur ce que tu as dit Thomas tout à l'heure, les entreprises, elles n'attendent pas de l'État qu'elles financent toute l'innovation sinon elles n'en seraient pas là aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, Geofit est un meilleur exemple. Si on avait attendu les aides de l'État pour se développer, je crois qu'on ne serait jamais développé. Hein. Donc maintenant, ceci étant dit, si les aides existent, si on est capable de travailler ensemble pour un objectif commun, forcément qu'on travaillera avec ça. L'idée n'est pas de prendre le dessus sur les collectivités, mais d'avoir une base harmonisée, un outil harmonisé. Et c'est vrai sur l'artificialisation des sols, c'est vrai sur la forêt, ça va être vrai sur les bases sur l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour que l'État puisse prendre des décisions au niveau national et puisse piloter ces objectifs au niveau national? Je pense très sincèrement qu'on est aussi un pays qui est à la fois très jacobin et très girondin. Enfin, c'est notre pays. C'est-à-dire qu'on a besoin de cohérence, l'État, et on a besoin d'une forte décentralisation, c'est-à-dire de la subsidiarité dans les projets. Parce que derrière, les projets sont portés par les hommes, ils sont portés par les collectivités locales, et il y a beaucoup de différences entre aujourd'hui un territoire comme Reims et puis un territoire dans le sud-ouest. Donc les hommes ne sont pas les mêmes, les projets ne sont pas les mêmes, les enjeux, les envies ne sont pas les mêmes. Et donc par rapport à ça, je pense qu'on a vraiment besoin de ces deux pieds, un pied de cohérence, l'État, mais aussi un pied de subsidiarité, c'est-à-dire d'innovation, de décentralisation, parce que ça sort du terrain à un moment donné. On a besoin d'une capacité à parler ensemble avec des enjeux différents, puisque les entreprises vont avoir des enjeux économiques, commerciaux, des enjeux et puis la puissance publique va avoir d'autres enjeux. Les collectivités locales vont avoir des enjeux, beaucoup de subsidiarité, mais aussi beaucoup de cohérence, et on a besoin de ces deux dans un dialogue qui se fait sur les territoires. Il y a plein de belles réussites de soutien à des filières, puisque c'est le sujet, avec des enjeux de souveraineté. Alors une souveraineté territoriale, régionale, mais tout le temps accompagnée par l'État. Il y a plein de belles réussites où la libre administration des collectivités locales n'a pas été un obstacle. Ce sont les conseils régionaux qui ont la responsabilité sur leur territoire du soutien aux PME maintenant depuis plus de 20 ans. Et ce n'est plus un problème, ce n'est pas remis en cause. Et la réalité, c'est que quasiment toutes les initiatives où il y a de l'argent public qui vient aider une entreprise, une filière ou un projet local, vous retrouvez quasiment tout le temps un cofinancement avec une ou deux strates de collectivités et l'État qui est là. Et parfois l'Europe, le président de la République a prévu dans les semaines qui viennent de dévoiler définitivement le plan global de la planification écologique, et sa mise en œuvre, elle est prévue de façon consubstantielle en associant État, collectivités et puis les entreprises. Je trouve qu'il y a un bon modèle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on avait proposé de le relancer il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est le Conseil national de l'information géolocalisée, anciennement information géographique, puisqu'on a une gouvernance où vous retrouvez les représentants des grandes entreprises, les petites, publiques, privées, les grands opérateurs nationaux, pour prendre des décisions de gouvernance sur la donnée, et en particulier des décisions qui ont un lien direct avec la table ronde de ce matin, les standards, les normes qui sont un levier majeur de souveraineté. Donc on voit bien qu'on est capable, quand on en a collectivement envie, de mettre en place ces systèmes de gouvernance. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'usage de la donnée, il est en plein essor. On a énormément d'entreprises qui sont en capacité de fournir des services, et ça adresse tout un tas de politiques publiques et d'enjeux des collectivités. Les collectivités ont, je pense, pas forcément la capacité de s'emparer de tous ces usages. Du coup, il s'agit de mettre en relation ces collectivités avec ces industriels qui sont en capacité d'offrir des services. La question fondamentale, c'est de passer d'un POC, où on voit qu'on a fait énormément de choses de ce côté-là. On a fait ça avec des entreprises et des collectivités ou des régions, etc. Mais en fait, la question, c'est le passage à l'échelle. C'est comment peut-être arriver à, entre guillemets, industrialiser 80% du parcours et faire de la dentelle sur le dernier kilomètre.
et pas faire l'erreur de faire de la dentelle dès le sur premier. tout le parcours. L'IA générative, elle repose sur des données. Et si ces données ne sont pas d'une qualité, d'une fiabilité avérée, derrière, l'exploitation qu'on est faite, elle peut poser de gros problèmes. Pour l'instant, c'est vu autour du buzz, ChatGPT, etc. Mais les enjeux qui sont derrière, en termes de souveraineté, en termes d'accès aux services publics, à la santé, etc., sont majeurs. Donc assez rapidement, va se poser la question de la qualité de la donnée, de la géodata. Et là, l'écosystème européen, y compris français, on a une chance incroyable parce que vous êtes reconnus comme, y compris l'IGN, des acteurs d'excellence. Là, on va aussi redécouvrir toute l'importance d'avoir un écosystème compétitif, fiable là-dessus. La question, c'est est-ce que ça sera des gros acteurs du numérique qui se saisiront de ce marché, de ces opportunités-là? Est-ce que ça sera aussi, ou moins en partie, la géodata qui se sera positionnée différemment? On voit des acteurs, OVH, Scaleway, Outscale, Orange, etc., qui trouvent leur place, malgré la concurrence monstrueuse de AWS, Google et consorts. Voilà, donc on voit, on peut aussi faire des choses. On peut faire des choses, mais on a un pouvoir d'agir. Je pense qu'il faut avoir une volonté d'influence, pas seulement de croissance. Et je crois qu'il y a un vrai sujet à se penser différemment, ce qui est très compliqué à faire. Je pense que cette étude, elle va permettre aussi de dire tout ce qu'on a dit là, un peu en résumé. C'est un petit peu un détonateur. C'est de dire qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Chacun a sa place à trouver. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. Il faut voir demain, il ne faut pas voir aujourd'hui. Je suis d'accord avec Eric, le constat il est posé, on est d'accord dessus. Maintenant, on n'est pas arrivé au bout de comment ça fonctionne. On a une intuition sur Data Alliance, on la met en place, on va continuer à travailler avec le CNES, Connect by CNES, comment est-ce qu'on arrive à faire des choses cohérentes ensemble, comment est-ce qu'on arrive à créer la confiance, comment on arrive à faire confiance entre nous aussi, parce que, mine de rien, on est des acteurs qui travaillent différemment. On est arrivé il y a 3 ans avec une fabrique des géos communs, et puis finalement, on a réussi à dérouler quelque chose, et ça fonctionne à peu près. On apprend en faisant, en fait. On en parle au CNIJ, on en parle avec l'IGN, avec Data Alliance, c'est comment on crée le contexte qui permet de passer à l'échelle. Et donc, il y a tout un tas de sujets qui sont majeurs, et tu posais la question de quels sont les enjeux à venir. Donc le premier, c'est de prendre conscience qu'il y a ce sujet de passage à l'échelle et comment on l'organise. Il y a du coup, pour moi, et je pense que pour Anaïs et l'IGN, il y a un sujet de tiers de confiance, de cadre de confiance. Comment on génère cette confiance auprès des collectivités, de l'État et créer les conditions pour qu'ils puissent s'emparer de tous ces usages, et du coup que l'État devienne le premier soutien de la puissance industrielle française. Il faut, à mon avis, structurer certaines briques technologiques de l'écosystème qui sont peut-être aujourd'hui manquantes. De notre côté, je vais parler que pour le spatial, cette économie de la donnée, elle crée une transformation dans toute la chaîne de la valeur. On voit un paysage d'opérateurs qui est en train d'exploser, un paysage d'utilisateurs qui est extrêmement important, et donc on a lancé un projet de marketplace, de Space Data Marketplace. C'est un peu, pour caricaturer les choses, un espèce de Airbnb de la donnée. Et nous, on pense que cette étape-là, c'est une étape aussi importante pour créer la relation entre clients et fournisseurs. Et les clients-fournisseurs, ça peut être des clients privés, mais ça peut être aussi des clients publics. Toutes ces choses-là vont permettre de structurer en toute l'activité et autour de l'économie de la donnée, et peut-être faire accélérer encore cette dynamique. L'ambassadeur français du numérique, Henri Verdier, défend très fortement l'émergence de la Fondation européenne pour les communs, parce qu'il y a aussi des enjeux d'indépendance financière à capter du financement, puisqu'on parle de souveraineté. Et je partage complètement le constat d'Anaïs, ce qu'a réussi à faire l'IGN en quelques temps, c'est extrêmement encourageant. Des collectivités, il y a tout un écosystème florissant en France autour des communs qui est aussi une forme de débouché pour accompagner pour partie tout ce qu'on vient d'évoquer. Et sinon, pour aller sur quelque chose qui serait très factuel, donc il y a un droit européen et un droit français. Il y a certaines entreprises qui sont protégées ou pas. Il y a des listes
donc de TPE, PME, start-up, grands groupes, dont la France ne souhaite pas qu'elles soient facilement rachetées par des acteurs étrangers. Donc on pourrait se fixer pour objectif que dans cette liste, il y ait beaucoup plus d'entreprises du géodata. C'est un système où, au-delà d'un certain montant de capital, si une entreprise étrangère veut prendre plus de X% de telle ou telle entreprise, même si c'est une petite TPE-PME, c'est pas possible.